Bonjour, je suis Roger Jaunet, je suis biochimiste et actuellement directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, donc de l'ANSES, qui est une agence d'expertise scientifique, évidemment très impliquée sur les questions de santé alimentation, de santé environnement et de santé au travail. C'est un plaisir de avoir l'occasion de m'exprimer devant vous aujourd'hui, même si évidemment les conditions sont un peu particulières liées à cette crise sanitaire, mais très heureux de participer à ce colloque de la Société française de santé environnement et avec un thème qui évidemment nous parle tous, puisque après 18 mois de cette crise sanitaire, nous sommes tous, en tant que scientifiques, extrêmement concernés, mobilisés, et je crois qu'il est temps aujourd'hui aussi de faire un retour d'expérience sur la mobilisation d'expertise scientifique au cours de cette crise et ce qui, bien entendu, peut être amélioré. Merci aux organisateurs donc, de cette invitation sur un thème, et je n'ai pas changé le titre, qui est comment s'assurer d'une cohérence, que j'ai mis entre guillemets, de la parole scientifique en dehors des crises pour gagner la confiance des interlocuteurs. Alors, en fait, quelque part, le titre répond déjà à la question qu'on veut me poser en tant que directeur général d'une agence d'expertise sanitaire comme l'ANSES. Et je pourrais reformuler ce titre de la façon suivante. En fait, c'est comment est-ce qu'on peut ensemble construire, ou même restaurer la confiance dans la parole scientifique. On a vu au cours de cette crise une perte de confiance, une défiance du public qui s'est accrue vis-à-vis des scientifiques, qui est aussi liée aux controverses, mais qui a des causes peut-être un peu plus profondes et qu'il va falloir analyser pour voir comment on peut mieux répondre, comment l'expertise scientifique peut être mieux mobilisée pour éclairer la décision publique et surtout créer les conditions de confiance pour que la gestion des crises sanitaires soit améliorée. Alors, au cours de cette intervention, je vais illustrer 3 points pour répondre à cette question. La première, c'est quelle instance d'expertise, comment les pouvoirs publics, la décision publique peut mobiliser les instances d'expertise scientifique. Un deuxième point qui est évidemment quel levier nous permet d'alimenter la confiance du public dans la parole scientifique. Et le troisième point, pour revenir sur ce qui fait l'expertise scientifique, c'est-à-dire la controverse. Comment est-ce qu'on passe de la controverse à la polémique et comment assurer la cohérence en fait, de la parole scientifique entre controverse et polémique. Alors, pour revenir sur le premier point, je dirais que les instances d'expertise scientifique, en fait, sont aujourd'hui extrêmement nombreuses et elles ont pour vocation à la fois d'assurer la production de connaissances nouvelles, la synthèse des connaissances à partir de l'ensemble des données scientifiques disponibles dans le monde entier, dans la littérature scientifique, qu'elle soit d'ailleurs une littérature scientifique blanche, les revues scientifiques internationales, qu'elle soit aussi des données de la littérature grise, des rapports, des études, et de faire des synthèses. Et je dirais, ces instances scientifiques, elles sont très nombreuses. Elles ont des autorités indépendantes, la Haute Autorité de Santé. On a créé, en fait, depuis 1982, un Conseil supérieur de la recherche et de la technologie, qui est devenu, dans la loi de 2013, un Conseil stratégique de la recherche. Comment sont-ils mobilisés? On a donc des hauts conseils, comme le Haut Conseil de la santé publique, on a des agences d'expertise scientifique, Santé publique France, l'ANSES ou d'autres. Et puis, bien sûr, il y a le rôle des académies, l'Académie de médecine, l'Académie des sciences, qui sont, dans certains pays, extrêmement sollicités par les pouvoirs publics pour éclairer leurs décisions. Et puis, les sociétés savantes, comme la Société française de santé-environnement, et puis les organismes de recherche qui organisent des expertises collectives. Bref, on a une diversité de panels, d'instances qui sont susceptibles à la fois de produire des connaissances et d'éclairer les décisions publiques, qui sont sollicitées de façon assez diverse. Est-ce que c'est une prolifération d'instances et qui nuit à l'efficacité? Au contraire, est-ce que cette diversité de points de vue est utile aux décideurs publics et à la façon d'éclairer le public? C'est toute la question. Mais finalement, ce dont on se rend compte, et ce n'est pas nouveau, c'est qu'en France, finalement, quand une crise survient,
plus que de s'appuyer sur ces instances existantes, eh bien, les pouvoirs publics ressentent la nécessité de créer des instances ad hoc pour éclairer la gestion de la crise. Alors, est-ce que c'est inhérent à la nécessité de l'action publique, de l'action politique, de montrer que la crise nécessite une action nouvelle? Est-ce que c'est aussi, et c'est peut-être le cas, hein, lié à la fois une défaillance ou une inadaptation des instances que j'ai mentionnées, un déficit de confiance, donc peut-être un déficit de notoriété de ces instances d'expertise qui ne sont pas suffisamment installées dans le paysage, ou au contraire qui font l'objet de controverses et qui finalement fragilisent la qualité de leur intervention. Enfin, c'est toute la question et on a évidemment avec des avantages ou des inconvénients. Et il est clair que si on regarde en fait les deux crises récentes, Lubrizol, où là, l'incendie de Lubrizol en 2009, bien sûr, dont vous vous rappelez tous, qui s'est matérialisé par beaucoup de questionnements du public, des riverains, des habitants autour de Rouen, et si vous vous rappelez bien, des prises de parole des organisations, des associations qui se sont créées localement pour, je cite, créer des instances d'expertise indépendantes qui seraient une capacité de contre-expertise par rapport à l'expertise de l'administration. Et alors, bien entendu, là, ça interroge quand on connaît l'histoire de la création des agences sanitaires, Santé publique France, l'ANSES qui a été créée par fusion en 2010 de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'AFSET en environnement de travail. Ces agences qui avaient été créées à l'aube du XXIe siècle, juste après les crises sanitaires, il faut se rappeler que l'AFSA avait été créée en 1998 pour créer une instance d'expertise indépendante à la suite de la crise de la vache folle et puis de nombreuses crises aussi antérieures. Et donc, par conséquent, le fait que nos concitoyens ressentent la nécessité de créer une capacité d'expertise indépendante remet en question finalement la finalité même et finalement le travail qu'on a construit et nous questionne sur finalement l'image que nos concitoyens se font de nos agences qui sont construites pour être indépendantes du pouvoir politique, pour organiser une expertise scientifique plurielle avec des experts qui sont objectifs. Et donc, est-ce que ces instances ne sont pas suffisamment connues, avec un déficit de notoriété, ou bien remises en cause pour des liens d'intérêt, ou bien perçues comme étant trop liées au pouvoir politique? En tout cas, bien sûr, c'est un mélange de tout ça, mais ça nous questionne sur l'organisation de l'expertise. Puis la deuxième crise, c'est celle que nous vivons depuis presque 2 ans, où on a vu des commissions, des conseils scientifiques se créer auprès du président de la République avec des experts qui sont très renommés individuellement, ce qui n'a pas empêché la remise en cause de certains pour des procès d'intention sur des conflits d'intérêts, sur des controverses entre des expertises, des instances d'expertise collectives comme le conseil scientifique versus des prises de parole individuelles de scientifiques reconnus ou moins reconnus, avec des controverses qui ont alimenté les médias, qui ont peut-être d'ailleurs même été entretenues par les médias, et avec un aboutissement qui est, je veux dire, catastrophique pour nous tous en tant que scientifiques, parce que c'est une perte de confiance absolument très importante en fait dans l'opinion publique. Et on a vu également, d'ailleurs, une deuxième instance se créer auprès de la ministre de la Recherche, présidée par Mme Barré-Sinoussi, laquelle fait d'ailleurs partie du Conseil stratégique de la recherche, qui, à ma connaissance, n'a pas été mobilisé, et peut-être simplement parce que sa composition ne répondait pas à l'objectif d'appui à cette crise. Mais il faut s'interroger parce que finalement, dans d'autres pays, c'est bien ces conseils stratégiques qui sont créés pendant les périodes, je dirais, à froid, et qui sont à même de conseiller les gouvernements pendant les crises. Alors pourquoi est-ce que finalement ça ne marche pas en France? Donc la question qu'on peut se poser, c'est quel levier pour alimenter la confiance du public dans la parole scientifique? Et très clairement, au regard de ce que je viens d'exprimer, je crois
profondément qu'il est important de construire cette expertise pendant le temps de paix, parce que pendant le temps de la crise, on a besoin de réponses immédiates. Il y a une hypersensibilité à la fois du public, mais aussi évidemment une inquiétude, une nécessité pour le pouvoir public de prendre des décisions rapides, et que à la fois les controverses, les remises en question de ces instances d'expertise, pour des conflits d'intérêts, pour incompétence, pour d'autres questions. Le fait que ces comités ne soient pas installés dans le paysage, n'aient pas pu créer un capital confiance, est très sûrement en fait une faiblesse du dispositif. Donc il faut pouvoir installer dans le paysage des instances d'expertise connues. Il faut qu'elles soient reconnues par tous. Pour ceci, il faut évidemment qu'elles aient acquis une notoriété et une reconnaissance en fait sur la qualité des travaux qu'elles produisent, de façon à construire ce capital confiance. Cette expertise scientifique, tout le monde sera d'accord pour indiquer que ce qui fait sa qualité, c'est justement qu'elle n'est pas liée à un point de vue individuel. Elle doit être le résultat d'une instance qui est collective, qui allie l'ensemble des disciplines et qui mobilise l'ensemble des disciplines utiles, à la fois des sciences de la nature, des sciences humaines, économiques et sociales, pour éclairer l'ensemble des questions. Il faut que ce soit une instance qui soit collégiale, qui permette un débat contradictoire, qui prenne en compte tous les avis minoritaires et surtout qui soit indépendante. Et donc, l'objectif même de structure qui organise l'expertise scientifique, c'est d'assurer l'indépendance en fait de cette expertise, qui doit être le fait d'experts et de scientifiques compétents, reconnus et aussi dénués de conflits d'intérêts. Et évidemment, souvent, on a un procès d'intention sur les expertises qui sont conduites. Je dis souvent que quand on n'est pas d'accord avec une expertise, aujourd'hui, on a du mal à attaquer l'expertise qui est bâtie sur les données internationales, mais on attaque les experts. Les experts sont soit achetés par des puissances économiques, soit de toute façon ne sont pas dénués de liens d'intérêt. En France, un expert, c'est quelqu'un qui serait sans aucun lien avec l'industrie, et on fait souvent le procès en fait aux instances d'expertise d'avoir des experts qui ont un caractère peut-être administratif, qui sont des experts liés, qui ont des liens d'intérêt. Alors, on oppose souvent le bon chercheur de l'organisme de recherche et puis un mauvais expert quand il participe à des travaux d'expertise. D'ailleurs, on n'est pas à une contradiction près, puisque, bien entendu, c'est la même personne qui est dans un organisme de recherche, dans une université, française ou étrangère, et qui contribue à ces travaux d'expertise. Et bien entendu, c'est un point qu'il faut absolument faire connaître et reconnaître. Et qu'est-ce qu'on attend de ces experts? Sûrement, on hésite à choisir les mots entre un expert neutre, de la neutralité par rapport à des points de vue, ou de l'objectivité. Et très clairement, on attend plus d'un expert qui soit objectif par rapport aux faits scientifiques et à l'ensemble des données qui peuvent, à date, être prises en considération, plutôt qu'une neutralité qui serait un peu un facteur je dirais, d'immobilité et de non-choix par rapport aux différentes questions à trancher. Pour assurer cette indépendance de l'expertise, il faut avoir des règles déontologiques extrêmement claires et qui permettent de prévenir les conflits d'intérêts, d'analyser les liens d'intérêts avec des grilles extrêmement précises. L'ANSES est doté, avec son comité de déontologie, d'éléments d'analyse et de grilles d'analyse qui permettent extrêmement précises pour essayer d'évaluer un lien qui serait un lien mineur, un lien majeur, et de distinguer ce qui est un lien d'intérêt qui permet de déporter un expert d'un conflit d'intérêt. Mais on voit bien que l'ensemble des instances d'expertise se sont dotées avec
temps de réponse plus ou moins long, de règles et de comitologie qui sont assez hétérogènes. Et pour assurer cette visibilité, cette confiance, il est aujourd'hui absolument indispensable qu'il y ait une harmonisation de ces règles, qu'elles soient partagées par tous, par toutes les instances, que le fonctionnement de ces agences d'expertise, dans leur fonctionnement intime sur les règles d'objectivité, de débat contradictoire, soit partagé de façon à ce que ne soit pas systématiquement remise en cause quand l'avis qui est rendu par ces comités ne fait pas plaisir à telle ou telle partie prenante. Et puis, les experts scientifiques peuvent débattre entre eux, mais il est absolument évident que le débat doit exister avec les représentants des parties prenantes. Et donc, la question qui se pose, c'est la place dans cette gouvernance et dans cette expertise du citoyen, des organisations non gouvernementales, des mouvements associatifs de défense des consommateurs, de patients, les organisations syndicales. Comment est-ce qu'elles interviennent dans ce débat avec la géométrie variable, finalement, entre le dialogue, une concertation, voire une co-construction en fait, de l'expertise pour éclairer les politiques publiques. Et aujourd'hui, il est clair que les règles que nous avons fixées d'absence de conflit d'intérêts nous amènent plutôt à construire une expertise qui soit la plus indépendante possible des parties prenantes, mais tout en construisant à côté et de façon symétrique un dialogue permanent en fait, avec les parties prenantes, une expertise qui doit être humble, qui doit être à l'écoute des attentes de nos concitoyens, leur expliquer en toute transparence en fait, la façon dont l'expertise se déroule, les construit, les données qu'elle utilise, et aussi dans la restitution des travaux, une transparence totale qui est le gage de la confiance qu'on peut accorder en fait, à cette expertise. Alors ces leviers, bien entendu, ça fait des années, presque des décennies qu'on les a identifiés, qu'on en parle, mais évidemment, c'est là le creuset pour arriver à construire des instances qui s'inscrivent dans le paysage avec un capital confiance et qui permettent finalement de ne pas réinventer des instances ad hoc à chaque fois que les pouvoirs publics ont besoin de gérer une crise. Et je crois que c'est vraiment fondamental pour restaurer en fait, cette confiance de nos concitoyens en la science. Donc, j'en viens au troisième point, comment assurer une cohérence de la parole scientifique. Cette notion de cohérence qui nous interpelle, parce que finalement, les vérités scientifiques, pour autant qu'il y ait des vérités, se construisent et se sont construites de tout temps sur des controverses, sur des divergences, sur des discussions scientifiques, sur des différentes écoles de pensée, et c'est bien naturel. Et donc, toute la question aujourd'hui est de faire comprendre au public que la controverse est utile au débat scientifique, qu'elle est nécessaire, qu'il n'y a pas de vérité scientifique qui tienne sur le très long terme sans qu'il y ait une remise en cause continuelle sur la base des données scientifiques nouvelles, de notre vision, de notre représentation du monde réel. Et par conséquent, je crois qu'il est très important de faire comprendre à la fois au public et aux décideurs publics que la controverse est une richesse, que les divergences scientifiques, qui évidemment sont difficiles à prendre en compte, et encore plus en temps de crise pour le décideur public, sont nécessaires au débat public, que c'est la base de l'avancée de la science. Et aujourd'hui, la controverse, et on l'a vu par exemple avec le cas du glyphosate, les différences d'appréciation entre les instances qui sont le Centre international de recherche en cancérologie de l'OMS et de l'autre côté les agences d'expertise, ces différences d'appréciation qui créent controverse sont perçues comme des contradictions et le décideur public et le citoyen veut une vérité. Et c'est d'autant plus difficile quand on est sur des sujets de grande incertitude, ce qui est la plupart du temps le cas, on l'a vu pendant ces crises, sur incertitude sur le bénéfice, incertitude sur le risque, qui crée finalement le débat scientifique, et c'est tout à fait naturel. Et donc, pour arriver à ça, bon, déjà, il faut que ce débat soit sur la place publique,
Ensuite, il faut expliquer, avoir probablement mieux formé nos concitoyens à la démarche scientifique, à ce qu'elle impose de rigueur, mais aussi au respect des écoles de pensée. Il faut sortir de l'anathème, et on a vu combien, au cours de cette dernière crise, les anathèmes, y compris entre scientifiques, ont été virulents et ont nui à la perception du public de cette vérité scientifique, ou en tout cas de ce qu'on pouvait estimer comme meilleur bénéfice-risque au temps T au regard des données disponibles. Et donc, pour ceci, il faut à la fois jouer sur plusieurs facteurs. D'abord, bien entendu, il faut systématiquement mobiliser la recherche au niveau international avec une production scientifique de données indépendantes qui sont le gage de la réponse qu'on peut apporter aux critiques vis-à-vis d'éventuels conflits d'intérêts par rapport à des intérêts économiques ou autres. Il faut aussi systématiquement mieux associer les sciences économiques, les sciences humaines et sociales dans leur diversité, à la fois pour évaluer les politiques publiques, mais aussi pour contribuer à éclairer le décideur public sur l'ensemble des tendances qui vont guider son choix, et puis aussi peut-être mieux éclairer l'impact des décisions publiques qui seront prises dans un sens ou dans un autre, non pas au sens de la gestion du risque, mais au sens d'amener des données scientifiques dans ces domaines qui permettent d'objectiver les questions et d'objectiver aussi l'impact des réponses qui pourraient être apportées par ces décideurs publics. Il est absolument nécessaire de renforcer les réglementations pour qu'elles soient plus transparentes, parce que ça, c'est évidemment un enjeu pour restaurer la confiance. Très souvent, la défiance s'installe sur des flous de la réglementation qui permettent d'avoir différents types d'interprétations, et c'est absolument nécessaire. Ça peut être aujourd'hui, par exemple, le cas sur l'utilisation des produits phytosanitaires, sur la réglementation REACH sur les produits chimiques, qui sont des réglementations extrêmement complexes où la complexité peut être source effectivement de défiance. Et puis, et pour terminer, je voudrais simplement vous dire que je suis absolument convaincu qu'aujourd'hui, un des freins en fait à ce lien entre l'expertise scientifique, la parole scientifique et la décision publique, c'est la formation des décideurs publics à la démarche scientifique. Je pense qu'il y a une très grande difficulté pour les décideurs publics à prendre des décisions qui sont fondées sur une incertitude. Or, évidemment, la plupart du temps, le scientifique est là pour graduer le niveau de certitude ou d'incertitude face à un risque. Par exemple, le lien entre un facteur de risque, prenons un produit cancérigène, et la probabilité d'augmentation du risque de cancer, et ce niveau d'incertitude qui peut être qui est gradué dans nos réglementations, supposé, probable, avéré, sur la base d'une démarche scientifique extrêmement complexe qui prend en compte différents niveaux de poids de preuve qui est accordé à chacune des données scientifiques disponibles. Elle est très difficile à appréhender par le décideur public qui aurait besoin d'avoir des certitudes. Voilà, je crois que cette formation beaucoup plus pluridisciplinaire entre les sciences économiques, sociales et les sciences de la nature, une démarche qui doit permettre en fait aux décideurs publics de comprendre la façon dont se construit l'expertise scientifique et la façon dont il peut l'utiliser pour forger sa décision est absolument essentielle. Et on a vu pendant cette dernière crise le pouvoir politique hésiter entre, d'un côté, au début de la crise, la nécessité dans sa prise de parole d'indiquer à nos concitoyens qu'ils suivaient strictement l'expertise, le résultat de l'expertise, et au final, la prise en compte qu'il était nécessaire de s'en démarquer, puisque l'expertise scientifique peut amener un certain éclairage, mais n'est certes pas la seule considération qui doit être prise en compte par le décideur public dans sa décision, qui au final aboutit à
à une prise de parole qui est un peu plus distanciée, et c'est absolument nécessaire, de l'éclairage que peut amener le scientifique. Et ce point est connu de longue date, avait été synthétisé de cette façon dans les années 90. Souvent, les décisions politiques qu'on pourrait qualifier de dures reposent sur des informations scientifiques qui sont vraiment molles. Et donc, il faut que le décideur public comprenne que la science s'appuie sur des théories qui ne peut, et donc qui ne peuvent pas toujours expliquer et prédire, qui sont des informations scientifiques qui sont liées à une incertitude forte et qui néanmoins doivent permettre, après analyse, de prendre des positions politiques qui souvent sont binaires. J'autorise ou j'autorise pas. Voilà donc les éléments que je voulais porter au débat, et je suis vraiment désolé de ne pas avoir l'occasion de pouvoir vous écouter, vous entendre et en débattre avec vous, mais j'espère que les éléments que j'aurai portés pourront être utiles à la fois à votre information et au débat qui pourra avoir lieu au cours de ce colloque. Merci encore de votre attention et j'espère à très bientôt.